Normalement, c'est bon là. Parfait. Je te laisse lancer l'enregistrement. Ça se fait automatiquement, c'est bon. Ah, ok, parfait. Et juste, Nadji, oublie pas de couper ton micro, s'il te plaît, pour éviter les petites interférences. Ça y est, je vais couper. Parfait. Super. Bon, alors, sans plus tarder, eh bien, on va commencer cette petite conf. Non, c'est pas ça. Sur les intoxications alimentaires, une conf très kawaii aujourd'hui. Mode lecture. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler des intoxications alimentaires. On aurait pu parler des systèmes atteints, par exemple en fonction d'une atteinte rénale et voir les toxiques associés ou autres. J'ai plutôt décidé de parler par classe de toxiques, ce qui allait être beaucoup plus facile. Je me suis permis de reprendre la petite phrase de Calypso. Donc cette présentation, encore une fois, est uniquement destinée à notre usage interne strict et ne doit pas être diffusée comme toutes les autres présentations. On va, commencer par les raisins, qui est une désintoxication que j'aime beaucoup. Donc les raisins, comment ça fonctionne? Donc le mécanisme d'action, il est pas totalement connu. Il y a plusieurs hypothèses, pendant plusieurs années qui ont été émises, comme quoi ça pouvait être les métaux lourds ou les pesticides contenus dans les raisins qui pouvaient causer l'intoxication, ou alors un excès de vitamine D, une intolérance au tanin ou encore une ingestion, importante de monosaccharides. Quoi qu'il en soit, même si le mécanisme d'action n'est ou n'était pas totalement connu, les lésions principales sont rénales, avec notamment une atteinte de l'épithélium tubulaire proximal. Mais la médecine vétérinaire est super excitante et depuis, très peu, c'est-à-dire depuis l'année dernière, on commence à comprendre un peu plus comment les raisins fonctionnent. Il y a une étude qui a été, publiée, dans le JVEC, en 2022, l'été 2022, donc il y a un tout petit peu plus d'un an. J'ai mis 2023, mais l'étude date de 2022, excusez-moi. Où en fait, on s'est rendu compte que sur 4 chiens qui avaient mangé des raisins qui étaient cliniques, et chez 2 chiens qui avaient mangé de la crème de tartare, c'est quelque chose qu'on utilise en cuisine, c'est de l'acide tartrique. Finalement, il y a 4 chiens sur ces 6 chiens total qui sont décédés, avec des chiens qui étaient présents dans les 2 groupes. Il y a 3 nécropsies qui ont été réalisées et finalement, on s'est rendu compte que les signes cliniques, les résultats de laboratoire, mais également les lésions histopathologiques étaient similaires, identiques, dans les 2 groupes. Et finalement, ça a permis de penser, ou en tout cas de comment dire? D'attester que finalement c'était probablement, l'acide tartrique qui était responsable de la toxicité, dans les intoxications au raisin. Ce qui va être toxique, c'est tout ce qui est raisin et raisin sec du genre vitis, donc l'acide tartrique, en lui-même. Alors ça peut se retrouver dans les pâtes à modeler maison, dans la crème de tartre. Alors crème de tartre et pâte de tamarin, je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'ai dans ma cuisine, mais c'est des produits culinaires qui peuvent être utilisés. La crème de tarte notamment dans tout ce qui va être, pâtisserie, et la pâte de tamarin, il me semble que c'est quelque chose qui est plutôt dans la culture, culinaire asiatique. Les doses toxiques, elles sont variables vraiment selon les individus. C'est principalement une toxicité qui va toucher les chiens. Il y a alors les plus petites, doses toxiques qui ont été trouvées dans la littérature, pour le développement d'une insuffisance rénale, c'est 19,6 grammes par kilo de raisin et 2,8 pardon, grammes par kilo de raisin sec. Mais encore une fois, c'est des doses qui sont extrêmement variables selon les individus. Des petits chiens qui mangent 20 raisins pourraient ne pas montrer de signes cliniques versus un grand chien qui en mange 3, il pourrait avoir des signes cliniques. Et il y a à peu près 50% des chiens qui finalement n'ont jamais montré de signe d'insuffisance rénale. Donc, ce n'est pas non plus toute la population canine. Les signes cliniques, ils arrivent généralement dans les 12 à 24 heures post-ingestion. Au début, on va surtout avoir des signes digestifs non spécifiques, dysorexie, anorexie, vomissements, diarrhée. Et par contre, dans les 24 à 48 heures post-ingestion, c'est là que l'insuffisance rénale se développe. Donc avec tous les signes associés à une insuffisance rénale, déshydratation, nausée, ptyalisme, PUPD, hypothermie. Et on a à peu près la moitié des chiens qui peuvent développer une insuffisance rénale compliquée, donc oligo-anurique, dans les 72 premières heures. Certains présentent également une ataxie qui a un facteur pronostic négatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à une intoxication au raisin? La première chose, c'est une décontamination avec une induction des vomissements. Il faut savoir que les raisins, ça reste très longtemps dans l'estomac, ça passe pas tout de suite dans le système digestif et donc vous pouvez vraiment induire les vomissements de manière très retardée par rapport à l'ingestion. 6 à 12 heures après, ça vaut encore le coup de les faire vomir, parce que donc encore une fois, la vidange stomacale est retardée et que l'absorption des toxines est vraiment lente.
Donc vraiment, si vous avez des aliments qui vous sont présentés 10 heures après une ingestion, typiquement, je suis rentrée du travail, je suis partie à 8 heures. Entre 8 heures et 18 heures, il a mangé les raisins, mais je ne sais pas quand exactement. Faites-le vomir, ça vaut vraiment la peine. On n'a par contre aucune preuve de l'efficacité du charbon activé sur les intoxications au raisin. Ça va vraiment être clinicien indépendant, vous pouvez en donner. On évite s'il y a des risques de pneumonie par aspiration, notamment sur des animaux très cliniques, qui présentent des signes neurologiques. Mais autrement, vraiment, vous pouvez en donner. On ne sait pas si ça fonctionne et vous n'allez pas être délétère avec. Et la grande question, c'est est-ce qu'on hospitalise ou pas? J'ai tendance à être personnellement très agressive sur mes prises en charge d'intoxication, notamment les intoxications au raisin, et que même si l'ingestion est récente, même si j'induis des vomissements, j'ai toujours tendance à recommander une hospitalisation de 48 heures sous fluidothérapie pour pouvoir vraiment permettre un soutien de la fonction rénale, avec à la fois un contrôle des paramètres rénaux à l'admission et un contrôle des paramètres rénaux 48 heures après. Si par contre l'ingestion elle est vraiment plus ancienne, que votre animal est clinique, donc ou uniquement des signes digestifs ou, une insuffisance rénale qui est déjà présente, l'hospitalisation elle est obligatoire. Donc avec soutien de la fonction rénale et surtout un monitoring très rapproché de la quantité d'urine émise parce que la moitié des chiens peuvent présenter une insuffisance rénale oligo-anurique. Pour rappel, une oligurie pardon, c'est quand vous avez à peu près 0,5 ml par kilo par heure d'urine et une anurie c'est quand votre production urinaire, elle est inférieure à 0,5 ml/kilo/heure. Et à côté de ça, vous allez faire un traitement symptomatique, un traitement de support de votre fonction digestive, antinauséeux, antiacide, selon l'urémie du patient, les protecteurs gastriques. Juste rappel, parce que je les vois vraiment utiliser les antiacides, d'une manière, d'un point de vue très personnel, je trouve qu'ils sont très surutilisés. Les antiacides ne vont avoir un intérêt que si vous avez des évidences soit lors de votre anamnèse, soit lors de votre biochimie d'un risque d'acidité gastrique accrue et donc de lésion gastrique. Un animal qui a présenté 2 vomissements dans un contexte de gastro-entérite classique, les antiacides ne sont pas nécessairement nécessaires. Si par contre, oui, vous avez des vomissements avec traces de sang, vous savez que votre animal a mangé quelque chose, un détergent ou autre qui pourrait vraiment léser la paroi de votre estomac ou qu'il a une urémie assez élevée, on sait que l'urémie, ça a tendance à vraiment faire des lésions gastriques, là, ils sont utiles. Je l'ai pas mis parce que alors là, on rentre dans des soins intensifs un petit peu plus importants, mais si vous mettez en évidence une oligo ou une oligoanurie chez votre patient en cas d'insuffisance rénale, vous pouvez essayer, du furosémide pour essayer de relancer un petit peu la fonction urinaire. Attention cependant à la volémie et à l'état d'hydratation de votre patient. Autrement, le mannitol est aussi décrit dans ces cas-là. Le pronostic, il va vraiment être en fonction du délai entre l'ingestion et la présentation. Si vous avez un animal qui est complètement asymptomatique avec une ingestion récente, votre pronostic est excellent. Si votre insuffisance rénale est déjà présente, ça va vraiment être selon la gravité. Faites quand même attention, soyez assez prudents, c'est des insuffisances rénales qui peuvent vraiment se, traduire par des insuffisances rénales chroniques après avec des lésions irréversibles. Si par contre, en effet, vous avez une oligoanurie ou des signes neurologiques, là, on parle quand même de pronostics assez réservés. On va vraiment faire une liste de plusieurs petits toxiques. Ça va être, assez, rapide à chaque fois, mais si vous avez des questions sur des toxiques en particulier, n'hésitez pas à m'interrompre avant qu'on passe au suivant ou alors on voit ça à la fin, mais vraiment n'hésitez pas à m'interrompre, au besoin. Donc voilà pour les raisins. Ce qui est vraiment important, c'est que ou même si vos animaux sont asymptomatiques, même si vous les faites vomir, c'est vrai que l'hospitalisation, elle est quand même toujours recommandée. En tout cas, pour ma part, je la recommande, toujours. Alors c'est vraiment peut-être par, abus de précaution, mais considérant les risques quand même, d'absorption retardée, que vous n'avez pas la certitude que tous vos raisins soient émis dans votre vomi et que selon le chien, un ou 2 raisins pourraient suffire à causer une intoxication. Je trouve que c'est toujours mieux de pouvoir les garder sous fluidothérapie, et de bien les réhydrater et soutenir leur fonction rénale. Voilà pour les petits raisins. Hop, si vous n'avez pas de questions tout de suite, on on va passer au chocolat qui est un petit peu, dans l'air du temps avec, le mois de décembre, la Saint-Nicolas et Noël approchant. Alors le chocolat, au niveau du mécanisme d'action, on se rappelle que dans le chocolat, les 2 principes actifs qui nous intéressent, c'est la théobromine et la caféine. C'est vraiment ces molécules-là que l'on retrouve donc dans le chocolat, mais pour la caféine, on va la retrouver dans le café, dans le thé, dans les boissons énergisantes, on la retrouve dans vraiment beaucoup de produits. La théobromine et la caféine vont être absorbées assez rapidement par le système digestif, ils vont être métabolisés dans le foie, s'ensuit un cycle entérohépatique et excrétés dans l'urine sous forme de méthylxanthine.
Et c'est les méthylxanthines qui vont avoir plusieurs effets sur l'organisme. Tout d'abord, elles vont stimuler le relargage de catécholamines, donc de l'épi et de la norépinéphrine, ou adré et noradrénaline. Elles vont augmenter l'entrée de calcium dans les cellules, donc ça va augmenter la force de contractilité des muscles squelettiques et du muscle cardiaque. Ça, heu, je qu'est-ce que j'ai voulu écrire? Adénose, très bien. Ça inhibe la phosphodiesterase qui va augmenter votre niveau, d'AMPC, heu, au niveau de ce qui va augmenter, pardon, votre niveau d'AMPC et je ne sais pas pourquoi j'ai écrit adénose. Bon, du coup, j'ai un trou de mémoire parce que j'ai adénose qui m'est, fixé en tête. Hem, c'est l'adénosine, excusez-moi. Ça inhibe les récepteurs à l'adénosine, et ça va stimuler votre système nerveux central. Donc la caféine, pour le coup, elle est rapidement absorbée et métabolisée dans le foie, avec un pic plasmatique qu'on retrouve en 30 à 60 minutes et une demi-vie d'environ 4 heures. La théobromine, elle a un taux d'absorption qui est, plus variable que celle de la caféine. Elle va également être métabolisée dans le foie avec un cycle entérohépatique très important, un pic plasmatique qui survient beaucoup plus tardivement, dans les 10 premières heures ou au bout de 10 heures et une demi-vie de 17 heures. Donc la durée avant apparition des signes cliniques va être un petit peu plus variable selon, la molécule. Donc pour la caféine, ça va être assez rapide dans les 2 premières heures. Pour la théobromine, ça va être un petit peu plus retardé, 2 à 4 heures post-injection, mais jusqu'à 12 heures possible. Au niveau des doses létales, alors honnêtement pour le chocolat, vous avez moult calculateurs de toxicité sur internet. Vous avez parfois même des petits trous que vous pouvez directement, des petits trous tournantes que vous pouvez directement avoir, dans votre sac de domicile ou à la clinique. Mais vous avez surtout en fonction du chocolat et donc du pourcentage de caféine et de théobromine dans votre chocolat, vous pouvez et le poids de votre animal, vous avez énormément de calculateurs sur internet. Donc pour rappel, hein, ça va être les chocolats noirs, qui vont être les plus toxiques. Donc la dose létale pour la caféine, ce qu'on va retrouver dans la littérature, c'est des doses d'environ 140 milligrammes par kilo et pour la théobromine d'environ 250 à 500 milligrammes par kilo. Au niveau des signes cliniques que vous allez observer, donc si on prend notre quantité de méthylxanthine totale, donc c'est vraiment caféine et théobromine combinées. Dès 20 milligrammes kilo, vous allez surtout observer des signes digestifs, diarrhée, vomissements, inconfort abdominal, PUPD. Bien prévenir les propriétaires que des pancréatites secondaires peuvent également se développer. C'est des produits qui sont très gras, donc ne pas l'oublier. À partir de 40 milligrammes kilo de méthylxanthine, vous allez commencer à avoir les signes, plutôt cardiovasculaires, donc tachypnée, excitation, mais surtout tachycardie et tachyarythmie. C'est principalement des tachyarythmies que vous observez avec les intoxications au chocolat, mais vous pouvez également observer des CVP, des extrasystoles ventriculaires ou de la bradycardie, de la cyanose également qui va être possible. Dès que vous augmentez encore plus votre dose, vous allez commencer à avoir les signes neurologiques qui vont se développer, donc tout ce qui va être ataxie, trémulation musculaire, convulsions et coma. Il y a des doses encore plus élevées à partir de 100 milligrammes kilo de méthylxanthine. Souvent, c'est des animaux qui vont en décéder. Donc la décontamination ici, elle est encore très importante et souvent, nous, on voit les intoxications au chocolat vraiment, très peu de temps après l'ingestion. Mais encore une fois, comme pour les raisins, n'hésitez vraiment pas à les faire vomir plusieurs heures. Le chocolat, ça va vraiment tendance à faire une pâte, un espèce de magma qui va se coller à la paroi de votre estomac, donc qui va rester assez longtemps dans l'estomac. Donc on les fait vraiment vomir même jusqu'à 6 8 heures après ingestion, on n'hésite pas. Par contre, encore une fois, vous ne les faites pas vomir si vous avez un risque de pneumonie par respiration. Si votre animal, présente des signes neurologiques, on oublie. Pour le coup, là, le charbon activé est extrêmement utile. C'est un cycle entérohépatique, donc il va être efficace pour votre intoxication au chocolat. Donc cette fois-ci, est-ce qu'on hospitalise ou pas? Encore une fois, ça va être vraiment en fonction de la dose ingérée. C'est vrai que parfois, on voit en clinique des propriétaires qui sont très inquiets parce que le chien a mangé, par exemple, un muffin du commerce au chocolat. On s'entend que dans ces cas-là, la quantité de chocolat présent dans le muffin, elle est négligeable, que c'est probablement pas toxique. On les fait souvent vomir, aussi pour rassurer le propriétaire. Dans ces cas-là, je voudrais que l'hospitalisation, elle est vraiment pas nécessaire. Par contre, donc encore une fois, en fonction de ce que vous allez trouver sur les calculateurs, oui, l'hospitalisation peut tout à fait être recommandée. Elle va être conseillée si vous avez des signes, des troubles digestifs, notamment pour surveillance et encore une fois en fonction de la dose ingérée, qu'il y ait pas de signes cardiaques qui se développent. Par contre, si vous avez des troubles cardiaques, des troubles neurologiques
ou une dose ingérée qui pourrait causer des troubles cardiaques ou neurologiques, là, elle va être vraiment obligatoire. Comment on le prend en charge? Quels sont les traitements qu'on va utiliser? Donc, comme on le disait, l'intoxication au chocolat, c'est principalement des tachyarrhythmies. Généralement, on les traite avec des bêta-bloquants. Ils sont pas toujours faciles d'accès, mais ceux qu'on va avoir tendance à utiliser le plus souvent, c'est le propranolol ou l'esnolol qui se donne par voie intraveineuse. L'avantage de l'esnolol, je trouve, c'est que mais encore une fois, je ne sais pas à quel point c'est disponible, en France. Hem Faudrait que je me renseigne si c'est, facilement accessible et si on peut en avoir. L'esnolol, ça se donne en perfusion continue, ça a une demi-vie très courte de 10 à 15 minutes, donc vous pouvez vraiment augmenter et diminuer la dose très rapidement, en fonction vraiment des effets que vous observez et de l'efficacité de la molécule. Si par contre votre animal présente une bradycardie, cette fois-ci c'est avec l'atropine qu'on le traite. Et pour rappel, si votre animal présente des ESV, donc des extrasystoles ventriculaires, ça se traite à la lidocaïne avec un premier bolus à 2 mg/kg et une perfusion continue entre 25 à 75 microgrammes kilo minute selon le CG de votre patient. Pour les signes neurologiques, on va avoir plutôt tendance à utiliser des molécules qui vont être, décontractants musculaires ou anticonvulsivants, selon la présentation clinique. Donc pour ça, ça va être généralement le diazépam entre 0,25 et 0,5 mg/kg ou le midazolam à 0,2 mg/kg selon votre préférence. Pour les crises ne répondant pas au Valium, on peut commencer le phénobarbital, donc 1 à 4 mg/kg, mais vous pouvez donner un bolus généralement à 4 mg/kg pour commencer. Ne pas dépasser les 16 mg/kg sur 24 heures, surtout, si vous le couplez au diazépam, parce que c'est des animaux qui vont être extrêmement sédatés et toujours faire attention à l'association diazépam-phénobarbital. Vous avez toujours un risque, comment dire? De dépression respiratoire, donc surveillez bien la ventilation de votre patient. Si votre animal ne répond ni au diazépam ni au phénobarbital, vous pouvez en effet utiliser le propofol. Donc, souvent, c'est des doses effets cependant dépendants, pardon, avec des CRI nécessaires. Et pour le reste, ça va être encore une fois des traitements de support, donc de la fluidothérapie selon besoin, en fonction aussi des pertes que votre patient, a eues. Tout ce qui va être vomissement, diarrhée, on va combler les pertes, on va lui donner comment dire? Une fluidothérapie de soutien, des supports digestifs, encore une fois anti-nauséeux, antiacides au besoin, oxygénation. Ça peut être, c'est des animaux qui peuvent présenter de l'hypokaliémie, donc on garde quand même un œil proche, pardon, là-dessus. Vous pouvez les complémenter au besoin et toujours monitoring, donc fréquence cardiaque, ECG, pression artérielle, vraiment une prise en charge assez, classique. Le pronostic, pour le coup, pour les intoxications au chocolat, il est vraiment en fonction du délai entre l'ingestion et la présentation. Si vous avez absence de signes cliniques et ingestion récente, que vous faites vomir vos patients tout de suite et que vous donnez du charbon activé, en règle générale, le pronostic est très bon. Si vous avez juste des signes digestifs, encore une fois, il est très bon. Si par contre vous commencez à observer des signes cardiaques ou neurologiques, il va être beaucoup plus réservé selon la dose ingérée. Généralement, vous n'avez pas de complications long terme, par exemple comme avec le raisin et l'insuffisance rénale chronique possible. Pour le chocolat, c'est vraiment au moment de l'intoxication que le risque est là. Les 72 premières heures sont plutôt critiques, mais après ça, pas de complications sur le long terme. C'en est tout pour le chocolat. La petite chose dont j'ai pas parlé, mais encore une fois, c'est des choses qui sont quand même assez connues, mais pour rappel, c'est vraiment plus le chocolat va être concentré, notamment en théobromine et en caféine, donc plus votre chocolat va être noir, plus il va être toxique. Donc encore une fois, hésitez vraiment pas, à regarder. Personnellement, je ne connais pas toutes les doses toxiques en fonction de la teneur et du pourcentage, en cacao dans mon chocolat. Et c'est vraiment mes calculateurs à chaque fois qui m'aident à prendre une décision éclairée en fonction de la dose ingérée. Donc vraiment n'hésitez surtout pas à les utiliser, ou à appeler le CNITV par exemple de Lyon pour avoir plus d'informations par rapport à la dose ingérée. Donc ça c'était pour le chocolat. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. On va passer à tout ce qui est oignon et ail. Une petite question, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Mais en fait, c'était sur le raisin, parce que j'étais là en train de chercher sur Internet et je trouve pas. Alors, c'est une question bête, hein, mais quel est le poids d'un grain de raisin? Parce qu'en fait, les gens vont plutôt nous dire il a mangé tant de Ouais. raisin que tant de grammes et j'arrive pas à le trouver. Je dirais que ça doit faire, ça dépend si c'est des gros ou des petits grains, mais j'aurais tendance à penser que c'est 2 à 3 grammes, un grain de raisin.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais. OK, merci. Voilà, mais encore une fois, c'est vrai que ce qui est un petit peu frustrant avec le raisin, c'est qu'il y a pas vraiment de enfin, les doses toxiques, vous allez pouvoir trouver plusieurs rapports de littérature avec, bon, le chien a présenté une insuffisance rénale avec une dose ingérée de X grammes par kilo. Mais encore une fois, ne jamais oublier que finalement, un seul grain de raisin, même sur un chien de 20 kilos, pourrait l'intoxiquer. Finalement, c'est vraiment, des choses qui sont très, individu dépendants et c'est pour ça qu'on a tendance encore à être, assez, précautionneux avec le raisin. D'autant plus que son mécanisme d'action et toxicité commence à peine à être connu, donc c'est vrai qu'on a tendance à être, assez, précautionneux avec le raisin. Voilà. Mais oui, je dirais que ça fait 2 à 3 grammes un grain de raisin en moyenne. Merci beaucoup. De rien. Donc on va passer à tout ce qui est oignon, ail, hop. Donc finalement, en fait, c'est l'espèce Allium, donc ça comprend notamment l'oignon, l'ail, la ciboulette et le poireau. Alors avant, j'anticipe un petit peu la question de pourtant on recommande aux propriétaires de donner du poireau aux animaux notamment parce que c'est riche en fibres, blablabla, avec les corps étrangers. Oui, faites-le juste bien, 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 bien cuire, c'est surtout le poireau cru qui va être toxique, mais surtout que le poireau, son action est vraiment moindre. Dans l'espèce Allium, c'est vraiment, l'ail et l'oignon qui vont être toxiques notamment avec une sensibilité alors, les chats ont une sensibilité plus importante, mais les chiens sont généralement plus exposés. Donc c'est surtout des intoxications chez le chien que vous allez retrouver. Mais pourquoi les chats? Parce que l'hémoglobine du chat, elle est 2 à 3 fois plus sensible aux dommages oxydatifs que l'hémoglobine du chien. Et ce qui va être toxique, c'est tout. C'est l'ail et l'oignon déshydraté, mais la soupe à l'oignon, de l'ail ou de l'oignon cru, des jus à base d'oignon ou d'ail, des soupes, des préparations cuisinées, c'est vraiment tout ce qui comporte de l'ail ou de l'oignon sous toutes ses formes vont être toxiques pour nos animaux de compagnie. Pourquoi donc? Alors le mécanisme d'action précis avec les noms de tous les composés dans toute la voie d'oxydation est très détaillé. Je vous le fais vraiment en résumé ici. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez énormément de ressources, dans les bouquins ou sur internet. Mais honnêtement, voilà, connaître la voie, en entier, pour moi, ça semble un petit peu moins utile. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ail et l'oignon, vous allez avoir énormément sulfoxydes qui, suite à un traumatisme de la plante, donc par exemple juste la mastication ou le découpage, sont convertis en un mélange complexe de composés organiques qui contiennent du soufre, et ces composés-là sont très facilement absorbés pardon, par le système digestif et vont être métabolisés en composants oxydants. Et c'est vraiment ces composés oxydants qui vont être toxiques, notamment lorsque la concentration en composés oxydants dans le globule rouge dépasse les capacités des voies métaboliques antioxydantes et à ce moment-là, vous observez une hémolyse oxydative. Hem, à savoir que chez les chiens, l'activité antioxydante de la catalase est assez faible et encore plus chez les races japonaises. Donc tout ce qui va être Akita, Shiba et Jindo, c'est des races qui vont être beaucoup plus sensibles aux effets de l'intoxication à l'ail et à l'oignon. Toujours bon de s'en souvenir. Donc, une fois que vous avez beaucoup de molécules oxydantes qui sont, produites suite à l'absorption, de vos composés soufrés au niveau de votre système digestif, que vos voies de métabolisation et vos voies antioxydantes sont dépassées, vous avez un processus hémolytique oxydatif complexe qui se met en place. Ce processus hémolytique, il va être responsable notamment d'une anémie avec formation de corps de Heinz. Alors, généralement, la formation de corps de Heinz, elle se produit dans les premières 24 heures. Par contre, votre pic d'anémie, il va vraiment le nadir de votre anémie, il va vraiment être plusieurs jours après l'ingestion. Et vous avez également une méthhémoglobinémie qui se met en place, donc ce qui va altérer votre transport d'oxygène dans votre organisme. Pour rappel, pour les corps de Heinz, alors quand vous faites une coloration au bleu de méthylène, comme sur l'image de bas, c'est assez évident. C'est tous les petits points bleus qu'on retrouve ici à la périphérie des globules rouges et qui déforment vos globules rouges. Par contre, quand vous faites une coloration plus classique, vous arrivez quand même à le deviner avec notamment ici des déformations. Ça fait un petit peu comme des tétons en gros, mais c'est vraiment des petites déformations de votre globule rouge et ça, c'est vos corps de Heinz. Et donc, c'est preuve d'une oxydation et d'un processus oxydatif au sein de vos globules rouges. Dans l'ail, on a également présence de 2 molécules qui est l'allicine et l'ajoène, qui sont des relaxants cardiaques et musculaires lisses puissantes, mais à la fois des vasodilatateurs, des hypotenseurs et des antithrombiques. Et c'est notamment vos effets hypotenseurs et antithrombiques qui vont exacerber les conséquences ou en effet les effets, ben, physiologiques/pathologiques de votre anémie.
Et à savoir que l'ail, ça irrite également beaucoup, beaucoup, beaucoup la muqueuse gastrique et iléale, donc ça peut vraiment faire des grosses douleurs abdominales et de la diarrhée. Chez les chats, alors c'est les doses toxiques, on les trouve plutôt pour l'oignon, pour l'ail, c'est un petit peu plus flou, mais chez les chats, globalement, 5 grammes par kilo suffit à intoxiquer un chat, et pour les chiens, 15 à 30 grammes par kilo. Alors pour le coup, un oignon, je ne sais pas combien ça pèse, j'en ai un dans ma cuisine, je pourrais regarder, mais je pense que ça doit faire 150 à 200 grammes, je dirais, un oignon, parce que les gros oignons, c'est quand même, assez lourd. Donc finalement, un oignon, ça suffit à intoxiquer un chien d'à peu près une dizaine de kilos. Donc comme on le disait dans la diapo précédente, vos corps de Heinz sont formés dans les premières 24 heures. Votre anémie hémolytique, elle commence à se mettre en place dans les premières 12 heures, mais elle évolue vraiment jusqu'à 5 à 7 jours post-ingestion. Donc si vous commencez à observer une anémie, à la présentation, beh, gardez en tête que cette anémie, elle peut vraiment continuer à se dégrader et c'est important de prévenir le propriétaire. Et pour le coup, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines pour avoir une résolution complète de votre anémie. Les signes cliniques, donc en quelques heures, on va commencer à avoir les signes gastro-intestinaux, surtout si votre animal a mangé de l'ail notamment, donc tout ce qui va être dysorexie, anorexie, diarrhée, vomissement, douleur abdominale. Ensuite de ça, l'anémie, hémolytique commence à se mettre en place, donc vous avez les signes cardiovasculaires qui commencent à apparaître, donc reliés notamment à votre anémie hémolytique, mais à votre méthémoglobinémie, et donc votre altération du transport d'oxygène dans votre organisme. Donc tout ce qui va être tachypnée, voire dyspnée, intolérance à l'effort, tachycardie, muqueuse pâle, hypotension, collapse également. Vous pouvez également aussi au niveau urinaire avoir de l'hémoglobinurie, et ça c'est des choses que parfois les propriétaires peuvent vous mentionner. Et donc au niveau de hématologique, c'est pas vraiment des signes cliniques, c'est plus des trouvailles, hématologiques à l'examen, de votre numération formule, mais c'est tout ce qu'on a parlé, donc corps de Heinz, anémie, hémoglobinémie et méthémoglobinémie. La méthémoglobinémie, elle peut se mesurer avec certains appareils de gaz sanguin, pas tous, ils le font pas tous, mais c'est une valeur que vous pouvez avoir. Au niveau de la prise en charge des intoxications, notamment ail, oignon, donc vous pouvez induire les vomissements et également, assez longtemps après l'ingestion et le charbon activé est efficace pour cette intoxication-là. Encore une fois, est-ce qu'on hospitalise ou pas? Si c'est une ingestion récente que vous avez fait vomir, c'est pas nécessairement nécessaire, notamment parce que les signes cliniques se développent plusieurs jours après. Par contre, c'est très important de prévenir les propriétaires de bien surveiller l'état clinique de leur animal, mais surtout de faire un contrôle numération formule dans les 3 à 5 jours post-ingestion. Par contre, si votre ingestion elle est plus ancienne et que on vous présente un animal déjà clinique, alors là, oui, en effet, l'hospitalisation est obligatoire. On commence par de la fluidothérapie plus ou moins agressive selon la déshydratation et ou l'hypotension. Je sais que dans les cas d'anémie, on a toujours tendance à penser: «Je veux pas trop lui donner de fluide parce que j'ai pas envie de diluer encore plus». Oui, sauf que si votre animal est hypotensif, alors oui, c'est probablement dû à son enfin, ça peut être, en lien avec son anémie, mais si votre animal est hypotensif, on part du principe qu'on règle voilà, il faut vraiment traiter son hypotension. Oxygénothérapie, donc encore une fois, en lien donc d'une part avec votre anémie, puisque vous avez moins de transporteurs oxygène, mais également avec votre méthémoglobinémie, parce que vous avez du coup, un shift de votre courbe de dissociation de l'oxygène, un mauvais transport. Vous pouvez avoir besoin de transfusion selon le degré et la clinique, le degré de l'anémie et la clinique de votre patient. S'il a une anémie non clinique, on surveille. Par contre, si votre patient est clinique de son anémie, là, en effet, on commence à penser à la transfusion. Et encore une fois, tout ce qui va être traitement symptomatique ou de support de la fonction digestive, selon l'urémie, on barre. J'ai juste fait un mauvais copier-coller, je m'excuse, mais antinauséeux, antiacides cette fois-ci, oui, on peut les donner parce que là, il est extrêmement irritant au niveau du système digestif, notamment de l'estomac, protecteur gastrique. On pourrait penser aux antioxydants parce qu'on a une hémolyse, une anémie hémolytique, qui se met en place à cause justement de composés oxydatifs. Par contre, il y a plusieurs études qui n'ont pas vraiment montré d'intérêt des antioxydants. On n'avait pas nécessairement une amélioration clinique, ou biochimique plus rapide. Donc vous pouvez en donner, mais l'efficacité, elle n'est pas non plus, démontrée. Le pronostic, il est généralement bon, mais par contre, voilà, si vous avez des animaux qui sont très cliniques avec des anémies très importantes, il faut que les propriétaires soient motivés à mettre en place des soins intensifs et une hospitalisation de plusieurs jours. Si les propriétaires le sont, généralement, c'est quand même des patients qui s'en sortent bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ail ou l'oignon? Mmh. Parfait.
On passe au suivant. Alors, l'avocat. L'avocat, vous allez voir, ça va être très rapide. C'est un peu pour casser le mythe. L'avocat, bon, ce qui va être toxique, c'est surtout tout ce qui est feuilles, tiges, graines et fruits. Le principe actif dans l'avocat, c'est surtout la persine. Alors, il y a beaucoup d'études chez plein d'espèces, mais alors chez les chiens et les chats, c'est honnêtement pas si toxique que ça. C'est montré que ça peut vraiment faire des mammites chez les souris, lapines, chèvres ou brebis qui allaitent. Ça peut faire de la nécrose myocardique. C'est rapporté notamment tout ce qui va être souris, lapines, chèvres, moutons. Ça peut faire de l'agitation et des effets cardiotoxiques importants chez les oiseaux. Donc l'avocat est extrêmement toxique chez les oiseaux. Par contre, chez les chiens et les chats, ça se limite le plus souvent à des signes gastro-intestinaux. Donc honnêtement, un chien ou un chat qui a mangé de l'avocat, la plupart du temps, il ne va présenter aucun signe clinique, éventuellement quelques signes digestifs, mais finalement, le risque le plus important, c'est votre noyau. Donc oui, on s'est recommandé de faire vomir de l'avocat, mais principalement pour retirer le noyau s'il l'a mangé. Autrement, je vous avoue qu'en toute honnêteté, l'avocat, la toxicité à l'avocat, elle est vraiment pas si importante que ça. Donc voilà, c'est assez rapide. La prise en charge, c'est une décontamination, encore une fois, jusqu'à plusieurs heures, surtout si l'animal a mangé le noyau. Le noyau va pas nécessairement transiter très rapidement dans votre système digestif. Alors, si votre animal vous est présenté 8 ou 10 heures après, faites quand même une radio. Le charbon activé, honnêtement, il est pas nécessairement utile. Vous pouvez éventuellement donner des anti-nauséeux au besoin. Mais ça se limite pas mal à ça, l'avocat. Et le pronostic est excellent, mais faites vraiment attention à votre noyau parce que c'est presque ça qui cause le plus de problèmes dans la gestion de l'avocat. Voilà, c'était extrêmement rapide, c'était juste pour un petit peu, pas casser le mythe, mais un peu, voilà, vous rappeler que l'avocat finalement, c'est pas très toxique. Donc là, on va passer à un autre toxique. C'est bientôt fini, hein. Je sais que c'est un peu une liste parfois, ça peut être un petit peu, on peut s'y perdre un peu, mais il en reste plus beaucoup. Le xylitol, donc on a un peu passé la période d'Halloween, mais avec, la période de Noël arrivant, le xylitol, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir une exposition assez facile au xylitol de vos animaux de compagnie. Le xylitol, pour rappel, c'est un édulcorant qui est issu du bouleau et c'est un substituant au sucre classique. Ça se retrouve absolument partout. Vous en avez dans les chewing-gums, dans les bonbons, dans le beurre de peanut, dans les vitamines, dans certains desserts, dans le dentifrice, dans les barres protéinées, mais vous pouvez en trouver dans des lotions pour le corps, les déodorants, les cosmétiques, les soins capillaires. Vous pouvez vraiment en retrouver partout, partout, partout. La source principale de xylitol, ou en tout cas celle à laquelle nos animaux sont le plus souvent exposés, on s'entend que ça va être, bonbons et chewing-gum principalement. À savoir que dans un chewing-gum, il peut avoir jusqu'à 1 gramme de xylitol. Vous allez voir que c'est vraiment pas des doses, anodines. L'espèce sensible, c'est vraiment le chien. Le chat est pas vraiment sensible au xylitol, donc c'est vraiment une intoxication du chien. Comment fonctionne le xylitol? C'est assez simple, ça stimule la libération d'insuline par le pancréas et donc ça fait des hypoglycémies assez sévères. Vous pouvez également avoir des hypokaliémies secondairement à votre libération d'insuline. Heu et alors c'est un peu plus de manière idiosyncrasique, mais ça peut vraiment faire des nécroses hépatiques suite à une métabolisation hépatique. Alors le dernier point, c'est beaucoup plus, anecdotique, mais en effet, vous pouvez avoir une altération de la production de votre facteur de coagulation et donc des CIVD possibles. Mais le gros risque du xylitol, c'est vraiment l'hypoglycémie et la nécrose hépatique. L'hypoglycémie, elle est extrêmement rapide. Elle se développe dans les 10 à 15 minutes post-ingestion. Elle peut être retardée dans certains produits, notamment dans le dentifrice, parce que c'est des formulations qui vont provoquer une libération beaucoup plus, lente. Mais si votre animal mange un chewing-gum, généralement, c'est dans les 10 à 15 minutes post-ingestion que l'hypoglycémie va commencer à se développer. Vous avez un pic plasmatique qui est atteint, ouais, plasmatique et non pas plastique, qui va être atteint en 30 minutes à 1 heure. Alors, il y a certains cas qui sont décrits avec une absence complète d'hypoglycémie, et on va voir, par la suite, pourquoi. Les doses toxiques, pour l'hypoglycémie, c'est de 0,075 à 0,1 g par kilo, et pour les lésions hépatiques, c'est à partir de 0,5 g par kilo. Sachant qu'un chewing-gum peut contenir jusqu'à 1 g de xylitol. Pour causer une hypoglycémie sur un chien de 10 kilos, un chewing-gum suffirait. Donc c'est vraiment des choses qui sont très, très toxiques, toujours faire attention. Alors encore une fois, c'est pas tous les chewing-gums qui présentent du xylitol. Donc quand un propriétaire vous appelle parce qu'il a mangé son animal a mangé un chewing-gum ou un bonbon, c'est toujours bon de regarder sur internet la composition. Typiquement, tout ce qui va être frident, généralement, ça comporte du xylitol, mais c'est pas tous. Et une autre petite chose aussi, tout ce qui va être pastilles de nicotine, là, les petits chewing-gums pour arrêter de fumer contiennent du xylitol. Voilà. Au niveau des signes cliniques que vous allez
observer, pardon, donc ça va être au début des signes gastro-intestinaux, donc tout ce qui va être vomissement, diarrhée, anorexie, inconfort abdominal et méléna possible. Et dès les 10 premières minutes, vous allez observer vos signes neuromusculaires qui vont être en lien avec l'hypoglycémie. Léthargie, faiblesse, trémulation musculaire, ataxie, convulsions, coma. Et si vous avez une dose, qui peut causer des signes hépatiques, c'est dans les 72 premières heures que vos lésions hépatiques vont se mettre en place et selon la gravité de vos lésions hépatiques, vous allez avoir de la léthargie, vous pouvez avoir des pétéchies, de l'ictère et dans des cas les plus sévères, vous pouvez également avoir de l'encéphalose hépatique qui se développe. Donc pour la prise en charge, la décontamination, vous pouvez induire les vomissements. Alors par contre, faites attention, parce que si c'est une forme, à action rapide, vos animaux souvent vont vous arriver, dans un état de faiblesse, voire de coma. Donc on s'entend que sur ces patients-là, on n'induit aucun vomissement. Par contre, si vous avez des animaux qui ont mangé des bonbons ou n'importe quel autre produit contenant du xylitol, qu'ils ne sont absolument pas cliniques plusieurs heures après l'ingestion, à ce moment-là, vous pouvez supposer que parfois, en fait, dans l'estomac, ce que l'animal, ingère, ça fait comme encore un magma, une pâte, et ça va un petit peu piéger le xylitol et avoir une libération du xylitol qui va être plus retardée. Donc dans ces cas-là et uniquement dans ces cas-là, vous pouvez les faire vomir. Mais si vos animaux vous arrivent cliniques, en effet, on oublie l'induction de vomissement. Aucune efficacité du charbon activé, donc là, pour le coup, c'est vraiment pas recommandé. Hospitalisation, toujours, si la dose ingérée dépasse 0,075 à 0,1 g par kilo. Ce qui va être hyper important, c'est de faire des suivis de glycémie toutes les heures et d'administrer du dextrose au besoin. On rappelle, le dextrose, on donne ça généralement par bolus entre 0,5 à 1 g par kilo, Yvelin dilué 1 dans 2 et vous mettez en place une perfusion complémentée en dextrose et c'est vraiment une perfusion complémentée en dextrose. Vous mettez pas du G5 ou du D5W là, on oublie ça, c'est pas enfin oui, c'est il y a du dextrose dedans, mais c'est un fluide hypotonique qu'on oublie complètement. Vous prenez votre NaCl, vous retirez la quantité d'NaCl voulue et vous le remplacez par du dextrose. Mais c'est vraiment une perfusion complémentaire en dextrose qu'on utilise. Fluidothérapie selon besoin, encore une fois un support digestif selon les signes cliniques de votre animal, donc antinauséeux, antiacide au besoin. Et l'hypokaliémie, on y fait attention, on n'hésite pas à faire, un ionogramme à l'admission et éventuellement un ionogramme en cours d'hospitalisation et de complémenter, en potassium selon le ionogramme. Donc, soit vous mettez du potassium directement dans vos fluides, soit vous mettez en place une perfusion continue de potassium sans dépasser 0,5 mèques par kilo par heure, qui est la dose toxique du potassium. Au niveau on va faire un petit focus sur la fonction hépatique. Donc, pour rappel, si la dose ingérée dépasse 0,5 g par kilo, vous avez vraiment un risque de nécrose, en tout cas de lésion et ou de nécrose hépatique. Donc ce qui va être important de faire, si la dose ingérée, dépasse cette dose-là, c'est de faire un bilan sanguin à l'admission, mais ensuite de faire un bilan sanguin donc hépatique principalement toutes les 24 heures jusqu'à 72 heures post-ingestion. Et si en effet votre animal a mangé une dose importante, c'est toujours nécessaire de mettre en place un traitement tout de suite. Donc vous pouvez commencer par le N-acétylcystéine, qui va être un antioxydant hépatique, soit par voie injectable, on y a peu accès, donc plutôt par voie orale, qui est le mucomyste. On se rappelle que c'est 140 mg par kilo la première dose, et ensuite c'est 70 mg kilo Q4 à 6 heures pour les 72 premières heures. Mais vous pouvez également mettre en place d'autres traitements, notamment les SAMI, qui vont très bien, fonctionner pour le support de votre fonction hépatique, donc soit le Samilin, mais vous pouvez également utiliser de la silibine, donc on retrouve notamment dans le Silicure, à la dose de 50 à 250 mg par kilo peroxyde. On n'en a pas nécessairement dans toutes les cliniques, mais ça, c'est des choses aussi que les vétérinaires traitants, ont accès, hyper facilement. Donc bon, si la mise en place, de la sylvine, par exemple, ou de votre SAMI est un petit peu retardée, voilà, c'est pas non plus dramatique. Et ensuite, voilà, vous voyez selon la gravité de votre atteinte hépatique, vous pouvez parfois avoir une altération de votre profil, de coagulation et donc nécessiter de donner de la vitamine K. Parfois, vous pouvez avoir besoin de transfusion. Voilà, là, c'est quand c'est des cas vraiment très, 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 très sévères. Généralement, on se limite quand même pas mal assez au SAMI, silibine, ou N-acétylcystéine. Le pronostic, pour le coup,
Il va vraiment dépendre de l'état clinique de votre animal. Vous avez vraiment des décès dans les 36 premières heures qui sont possibles, notamment à cause de l'hypoglycémie sévère que ça induit. Donc il faut vraiment mettre en place un traitement très agressif et adapté dès l'admission, ce qui va vraiment permettre d'améliorer votre pronostic. Au niveau du suivi long terme et des lésions possibles, si vous avez uniquement de l'hypoglycémie qui s'est mise en place, le pronostic long terme est excellent. Par contre, en effet, si vous avez une atteinte hépatique concomitante qui s'est développée, le pronostic est beaucoup plus réservé malheureusement. Donc toujours bien prévenir les propriétaires. Et ensuite, et je pense que c'est enfin d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres après, la levure pour la fin. Donc la levure, vous aviez des questions sur le xylitol d'ailleurs? Pardon, je suis passée directement à la suivante. Sinon on y reviendra à la fin. Hop, et donc la levure, on en retrouve dans plein de choses. Pâte à pain, pizza, pâtisserie et c'est vraiment donc plutôt dans les pâtes crues, que ça va être toxique. Si vous donnez du pain cuit à votre animal, vous ne risquez rien. Mais en fait, dans vos pâtes, donc à pain, à pizza ou à pâtisserie crue comprenant de la levure de boulanger, vous allez avoir donc présence d'un champignon, donc le Saccharomyces cerevisiae, qui va métaboliser les carbohydrates en éthanol et en dioxyde de carbone. Et cette métabolisation, elle est accélérée dans un environnement chaud et humide tel que l'estomac. Donc en fait, le risque réside réside vraiment dans cette métabolisation-là. Au niveau de la toxicité, donc on va surtout avoir deux mécanismes distincts. D'une part, vous allez avoir une intoxication à l'éthanol et donc le développement d'une acidose métabolique et d'une dépression de votre système nerveux central rapide. Votre éthanol, il est très très rapidement absorbé. Il va être métabolisé par l'alcool déshydrogénase en acétaldéhyde et en acide acétique qui vont être responsables de votre acidose métabolique. Mais on n'oublie pas, donc comme on l'a vu, que ça métabolisé en éthanol et en dioxyde de carbone. Et votre dioxyde de carbone, lui, va être responsable d'une distension gastrique qui peut vraiment, selon les races, prédisposer à un syndrome de dilatation de torsion de l'estomac. Donc, en général, chez des petits chiens qui ont ingéré des pâtes contenant de la levure crue, vous allez surtout avoir des signes liés à une intoxication à l'éthanol. Mais chez des grands chiens avec un thorax un peu profond, c'est surtout des signes liés à un syndrome de dilatation de torsion que vous allez observer. Donc les signes cliniques, donc vous avez à la fois les signes gastro-intestinaux, donc tout ce qui va être vomissement ou tentative de vomissement, c'est des animaux qui sont très inconfortables au niveau de leur abdomen, donc avec des positions du prieur. Vous allez avoir une distension abdominale et donc un volvulus possible également. Au niveau de vos signes cardio-pulmonaires, c'est souvent des signes qui sont associés, à la distension abdominale et des signes de choc associés. Donc tout ce qui va être, tachycardie ou bradycardie, tachyarrhythmie, hypertension ou hypotension selon l'état de choc, choc hypovolémique, tachypnée, dyspnée, cyanose. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de pneumonie par respiration avec des vomissements ou tentatives de vomissement et parfois de la régurgitation un petit peu de glaire que les animaux pourraient, aspirer. Et avec votre intoxication à l'éthanol et votre acidose métabolique, vous allez surtout avoir des signes plutôt neuromusculaires, donc ataxie, faiblesse, dépression de votre système, nerveux central, crise convulsive et coma. Alors, ce qui va être important en effet, c'est de mettre en place une, décontamination, mais par contre, il faut vraiment, vraiment faire attention. L'induction des vomissements, vous la mettez en place uniquement chez des patients qui ne présentent aucune tentative de vomissement et aucun signe neurologique et dans l'heure suivant l'ingestion. Si votre patient ne répond pas à tous ces critères, vous ne tentez surtout pas d'induire les vomissements. Hem, Si vous avez des patients qui présentent des tentatives de vomissement infructueux ou des signes neurologiques, ce qui va être le plus efficace, c'est votre lavage gastrique qui se fait sous anesthésie générale avec un patient intubé. Je vous cache pas qu'un lavage gastrique sur un estomac rempli de pâte à pain, ou de pâte à pizza gonflée, c'est dur. Il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup diluer et à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser de l'eau, alors pas de l'eau gelée, hein, mais de l'eau à tendance plutôt froide, parce que ça va diminuer l'effet de votre levure. La levure, elle aime les milieux chauds et humides. Donc si vous refroidissez un petit peu votre contenu, gastrique, ça va un petit peu limiter l'expansion rapide due à la levure. Mais on évite de l'eau trop froide pour pas non plus causer, d'hypothermie, sévère chez votre patient. Si vous avez un doute sur une dilatation, torsion, évidemment, c'est votre radio qui va vous donner l'information et si vous avez un volvulus évident,
en effet, c'est la chirurgie qui va être recommandée dans ces cas-là. Et alors le charbon activé, on l'oublie. D'une part, il y a aucune efficacité du charbon activé sur l'éthanol et d'autre part, vous avez vraiment un risque de pneumonie par respiration assez important. Donc le charbon activé, on l'oublie totalement dans ces cas-là. Prise en charge, donc ça va un peu dépendre de la clinique de votre patient. Comme on le disait, si vous avez une suspicion de dilatation de torsion, c'est votre radio, donc en décubitus latéral droit sur patient stable, qui va vous donner l'information. Donc avec un beau gant de boxe ou chapeau de schtroumpf. Et là, vraiment, c'est la prise en charge classique du syndrome dilatation de torsion. Donc d'abord, vous prenez en charge votre choc, vous stabilisez votre patient et ensuite vous l'envoyez en chirurgie. Vraiment la phase de stabilisation, elle est hyper importante. Parfois, on a des patients qui sont envoyés très, très rapidement en chirurgie, sans nécessairement être stabilisés entièrement avant, et j'insiste vraiment sur la stabilisation pré-chirurgicale. Elle va beaucoup aider votre patient. Donc vous pouvez utiliser pour ça des bolus de cristalloïdes, donc 10 à 15 ml par kilo, généralement sur 10 à 15 minutes répétées, au besoin selon les paramètres hémodynamiques de votre patient, donc selon la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Vous pouvez vous aider de vos lactates également. Oxygénothérapie, c'est généralement des animaux qui vont un petit peu avoir de la difficulté à respirer de par la compression de l'estomac sur le diaphragme. C'est des animaux assez inconfortables, donc on n'oublie pas tout ce qui va être analgésie, antinauséeux. Au besoin, vous pouvez également réaliser une décompression gastrique, donc soit par sondage orogastrique avant la chirurgie, soit par gastrosynthèse, et en dernière étape, une fois que tout est stabilisé, la chirurgie. Par contre, en fonction donc encore une fois, on le disait, hein, c'est aussi souvent l'intoxication à l'éthanol qui va être, dont vos patients vont être cliniques. Donc si vos patients présentent des signes neurologiques, donc on utilise de manière classique nos anticonvulsivants, diazépam ou midazolam, phéno ou propos à effet comme on l'a vu plus tôt. Alors, vous pouvez également avoir donc des dépressions de votre système nerveux central qui vont être très sévères. Dans ce but-là, ce qui est recommandé, c'est plutôt d'utiliser des antagonistes des récepteurs à l'alpha-2, pour bloquer les effets de l'éthanol, et donc ce qui va être, la molécule qui va être efficace, c'est la yohibine que vous pouvez utiliser à 0,1 mg/kg IV, et vous pouvez vraiment faire des injections répétées. Par contre, attention, parce qu'en essayant de traiter votre dépression de votre système nerveux central, vous pouvez en effet causer du coup une stimulation de votre système nerveux central et donc apparition de crises convulsives. Donc soyez assez vigilants et prêts à traiter d'éventuelles crises convulsives. Comme on l'a dit, c'est généralement des patients qui vont présenter des acidoses métaboliques assez sévères. Généralement, la gestion de l'acidose, elle se traite par prise en charge de la cause primaire. C'est relativement rare qu'on ait besoin d'utiliser les bicarbonates. Par contre, si vous avez besoin de les utiliser, alors c'est vraiment pour rappel parce que encore une fois, en tout cas personnellement, les bicarbonates, je les utilise vraiment pas si souvent que ça. J'ai dû les utiliser, 2-3 fois là en 6 ans d'urgence, donc c'est vraiment pas une molécule qu'on utilise, en tout cas personnellement que j'utilise souvent. Mais pour petit rappel, pour utiliser les bicarbonates, il faut d'abord définir votre déficit en bicarbonate, en milli-équivalent. Pour ça, la formule, c'est 0,3 fois le poids en kilos fois votre déficit de base. Donc le déficit de base, c'est votre concentration en HCO3- désirée, donc normale. On utilise généralement, on utilise 20, 20, 23, 24, moins la concentration en HCO3- de votre patient. Une fois que vous avez ce nombre-là, on ne donne pas la dose totale, on donne entre un quart à un tiers de la dose, généralement en nivellant sur 30 minutes. Et au besoin, on peut donner ensuite le reste de la dose sur plusieurs heures. On fait vraiment attention, les bicarbonates, c'est des molécules qui sont très, très, comment dire? Irritantes, et en fait, pour pouvoir les utiliser, dans un cathé veineux périphérique, il faut au moins le diluer au tiers. Donc vraiment, vraiment, votre dose calculée, vous la diluez beaucoup, sinon vous allez faire une phlébite, une nécrose de votre veine, c'est absolument pas recommandé. Les bicarbonates, il faut toujours faire attention parce qu'il y a quand même des complications qui sont liées à l'utilisation des bicarbonates, donc c'est pas quelque chose qui se donne sans surveillance, il faut vraiment une surveillance très rapprochée de notre patient, notamment de l'hypernatrémie, une alcalose, une hypokaliémie, une hypocalcémie, mais aussi une hypercapnie et une hypervolémie. Donc encore une fois,
Les bicarbonates, c'est vraiment plus pour information. Je vous ai mis cette petite diapo-là, mais c'est une utilisation qui doit être très raisonnée. En effet, si votre patient a une acidose très sévère, utilisez-les, mais faites quand même bien attention et vous et surtout, vous surveillez très, très bien votre patient post-injection, ou administration de bicarbonate. Alors ça, c'est vraiment juste pour information parce on n'y a pas accès. En tout cas, c'est vraiment en réserve hospitalière. Mais juste pour information, dans vos intoxications à la levure, ce que vous pouvez utiliser, c'est le fomépizole, donc le 4-MP. C'est exactement la même, molécule qu'on utilise pour les intoxications à l'éthylène glycol parce que du coup, le mécanisme, est le même et en fait, le 4-MP, ça va être un inhibiteur compétitif de votre alcool déshydrogénase. Donc vraiment, il va avoir un effet, dès le début de votre voie métabolique, mais c'est une molécule qui est extrêmement, dispendieuse. Elle est très chère et elle est surtout vraiment réservée, en réserve hospitalière. Elle est très difficile à se procurer. Donc voilà, c'est pour information, mais globalement, à notre niveau, à nous, on le mettra jamais en place. C'est vraiment plutôt réservé, à mon sens, à des CHB. Et pour le reste, bah, encore une fois, c'est les traitements de support, donc fluidothérapie. Faites bien pour le coup des suivis de température parce que vos intoxications à l'éthanol peuvent vraiment provoquer des hypothermies de façon assez fréquente. Oxygénothérapie et monitoring rapproché de votre patient. Le pronostic, il va vraiment être pour le coup réservé selon la gravité des cas. Ça peut, mortel, EL uniquement, mais ça peut rapidement être mortel sans un suivi rapproché et une prise en charge agressive. Et malheureusement, les intoxications à la levure sont un petit peu sous-estimées. Les propriétaires, à mon sens, ne sont pas assez conscients des risques, mais c'est des intoxications qui peuvent être vraiment, 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 vraiment sévères. Donc quand vous avez un patient qui vous est présenté pour ingestion de levure, prenez vraiment toutes les précautions. Soyez agressif dans votre prise en charge et prenez toutes les précautions en termes de communication avec les propriétaires, parce que malheureusement, c'est une intoxication qui peut malheureusement mal se finir. Ah non, je suis désolée, il en restait une, je l'avais oubliée, celle-ci, c'est l'intoxication aux noix de macadamia. Ça va vraiment être rapide. Et après promis, c'est la fin de cette liste des intoxications alimentaires. Pour les noix de macadamia, le mécanisme de toxicité, il est pas connu à l'heure actuelle. L'espèce cible, c'est les chiens et pour le coup, notre source d'intoxication, c'est à la fois les noix entières, mais également des gâteaux ou des cookies contenant des noix. Il y a plusieurs doses qui sont rapportées dans les littératures. Vous avez de la toxicité rapportée pour des doses allant de 0,7 à 4 à 5 globalement grammes par kilo, mais en règle générale, en moyenne, c'est 2 grammes par kilo. Et je pense qu'une noix doit peser à peu près ce poids-là. Ah bah, voilà, une noix environ 2 grammes, je l'ai noté juste après. Donc un chien de 10 kilos pourrait potentiellement développer des signes cliniques pour une petite poignée, une dizaine de noix ingérées. Les signes cliniques, ils se développent dans les, 12 premières heures post-ingestion, de 2 à 12 heures post-ingestion et généralement, ils se, replacent dans les, 12 à 48 dans les 12 à 48 heures après ingestion. Au niveau des signes cliniques, vous allez avoir, généralement à faible dose, les seuls signes que vous observez, c'est des signes gastro-intestinaux, donc notamment tout ce qui va être anorexie, vomissement. 8 heures après, vous pouvez avoir de l'hyperthermie qui se développe et dans les 12 heures post-ingestion, là, vous allez commencer à observer vos signes neuromusculaires, donc léthargie, ataxie pardon, trémulation musculaire, dépression de votre système nerveux central, et pour des très fortes doses, vous pouvez avoir tachycardie et tachypnée. À noter que dans les cas d'intoxication aux noix de macadamia, au bilan sanguin, vous pouvez souvent observer une augmentation, de vos triglycérides, de vos ALP, de votre lipase qui ont été rapportés chez certains, chiens, mais ces valeurs sont assez rapidement revenues à la normale, donc pas d'incidence clinique particulière. La décontamination, elle se fait par induction de vomissement dans les 2 heures suivant ingestion, et encore une fois, il y a pas vraiment de preuve de l'efficacité du charbon activé, donc ne pas en donner en cas de risque de pneumonie par aspiration. Est-ce qu'on hospitalise ou pas? Pour le coup, pour les noix de macadamia, si l'ingestion elle est récente, c'est pas nécessairement, nécessaire. Si par contre vous observez des signes neurologiques, là oui, en effet, l'hospitalisation est obligatoire avec encore une fois le même type de prise en charge, donc une fluidothérapie selon besoin, un monitoring rapproché de la température, parce qu'on n'oublie pas que ça peut causer de l'hyperthermie, et au besoin des décontractants musculaires, diazépam ou midazolam ou du méthocarbamol qui peut vraiment être utile dans les cas d'ingestion de noix de macadamia et de trémulation musculaire. Le méthocarbamol,
Généralement, on le donne à une dose pour commencer de 70 à 90 milligrammes kilo. On peut le répéter et on ne dépasse pas 330 milligrammes kilo par jour. Ça existe par voie intraveineuse en Amérique du Nord, mais on n'y a pas accès en France. Par contre, en France, ça existe par voie orale. Donc, si votre animal est capable de déglutir, n'hésitez pas à l'utiliser. Et généralement, le pronostic est vraiment bon avec des traitements. Et de toute façon, pour les noix de macadamia, on n'a aucune dose létale de rapporter chez les animaux de compagnie. Donc, même avec des signes neurologiques, c'est généralement des intoxications qui se passent très très bien avec des traitements de support. Cette fois-ci, c'est fini. On a hésité à la couper en deux. Je suis désolée, c'est vrai que c'est une liste. Ça peut être un petit peu on peut perdre le fil parfois, mais c'est vraiment les aliments qu'on va retrouver le plus fréquemment dans nos intoxications par les animaux de compagnie. Ils ont tous des mécanismes d'action différents, avec des organes cibles différents. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations données d'un coup, mais vous inquiétez pas, la conférence va à nouveau être disponible, donc pas de souci pour ça et encore une fois, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Merci Agathe, c'était très très clair. Ouais, c'était un peu, c'est vrai que parfois tout ce qui est conférence en liste, on peut un peu, c'est pas lassant, mais tu sais, on peut assez facilement perdre le fil. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus captivant, mais en tout cas, j'espère qu'il y a eu quelques informations qui vous ont été utiles. Est-ce que tu hospitalises toutes tes intox au raisin, toi, Calypso? Je recommande. Ouais, ok. Après, les gens, ils veulent pas, mais Et tu le recommandes aussi tout le temps? mm, ouais, comme le lys chez le chat. Bon, là, on sort des aliments, mais Ouais, 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 le lisse, ouais, complètement. mm. J'ai déjà vu, quand je bossais au SIAMU, deux chiens mourir d'une intox au raisin. C'était deux chiens d'une même famille qui avaient Ouais, mangé du mou de raisin. ouais. Et mourir en IRA, trouble neuro et tout ça, c'était vraiment pas rigolo. Non, 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 et c'est vrai que c'est un peu sous-estimé. Parfois, il y a des propriétaires qui le donnent vraiment volontairement. Ah Et oui, oui. finalement, voilà, après, ils appellent en disant, oh, bah, j'ai donné du raisin. Puis finalement, j'ai vu sur Internet que c'était toxique. Oui, mais ouais, en tout cas. Bon, et bien, parfait. Bon après-midi. Bon courage à ceux qui travaillent. Et pas la semaine prochaine, je pense qu'on est exempté de conférence, je crois. Je ne sais pas. Euh, avec la vague, je sais pas si un truc, je m'en rappelle plus. J'avoue qu'avec la vac, je sais pas s'il y a une conf de fête. En tout cas, eh bien, bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup, Agathe. Ciao. Salut.